Pour moi, l'âme que je trouve dans ces morceaux de bois ou ces choses qui vont me servir à faire des montages de sculptures, il y a une âme, mais une âme, si on comparerait une âme vivante et une âme morte, c'est une âme qu'elle est, pour ainsi dire, presque morte, presque dans le coma. Et c'est ça que je ramasse, c'est cette chose-là qui me semble encore vivante, qu'on peut la sauver pour en faire autre chose. C'est la nature qui les fait. Ceux-là, je les ai trouvés presque tels que dessus. C'est des vieilles souches. On dirait que j'ai retombé dans une espèce de civilisation ancienne qu'elle existait avec notre marché, un marché de l'âme peut-être. Vous n'avez pas d'atelier en fait vous... Ah non, 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 ah, non, non, j'en ai horreur des ateliers. Alors pourquoi? Ben parce que l'atelier, je ne sais pas, c'est les peintres de 1900, tout ça, d'abord c'est un symbolique d'orgueil pour moi, de montrer qu'on est dans un atelier avec des beaux chevalets, tout ça, alors qu'on peut s'en passer carrément, et on met 4 punaises sur un papier, et puis on commence à dessiner, mais je ne sais pas, l'atelier pour moi c'est quelque chose de très très et que j'arrive pas à être religieux dedans, à me donner une espèce d'être, comment on peut dire, d'être bien. L'espace qui correspond à ma constitution, je l'ai trouvé, et c'est un plafond qui n'est pas très haut, c'est quelque chose à peu près de 3 ou 4 mètres où je peux reculer quand même pour voir le tableau de loin. Mais on n'a pas besoin d'avoir un atelier parce que quand on a travaillé avec le religieux, le mystère, quand on le sort dehors, même qu'on est très loin, il est fort.
Il a l'apparence d'un aimant, il attire les gens. Pour moi, c'est une belle surprise que j'ai parce que, en étant que je le faisais dedans, dans un espace qui n'était pas terrible, et puis la peur que j'avais en sortant dans la nature, il fallait qu'il tienne, en étant que je l'ai fait, comment on peut dire, honnêtement, et en ne faisant le plus en l'aimant le plus possible et aussi, bon, eh bien, j'ai eu une heureuse surprise que quand je l'ai vu de loin, il tient bien le coup, aussi bien de loin que de près. Mais moi, ce que j'ai eu comme piège d'abord, c'est qu'on m'a donné de l'acrylique, que je n'avais pas l'habitude de l'employer ni de travailler. Pour moi, cette peinture, c'est une espèce de colle assez épaisse et qu'elle paralyse le geste du peintre quand il est dans le tableau. Et ce geste-là, il est arrêté sur, comment on peut dire, sur la qualité intérieure du peintre. Il est beaucoup plus décoratif. Donc j'ai eu des problèmes avec ça pour l'exécuter, cette toile. Mais c'est à peu près tout. Hein. Et ça m'a donné une dépression parce que c'est le temps qui manquait pour en faire quelque chose de bien et d'aller vers le religieux. Mais après, je suis récompensé. Hein. Ce que je fais, c'était un Christ en croix et qui était commencé, c'est une chose qui a commencé ça depuis 9 mois au moins de 9 mois. Il est allé très vite pour l'ébaucher. Ça a été fait à peu près dans 15 jours. Bon, mais tel qu'il est resté, quand des gens, même compétents et tout, ils ont trouvé que c'était très beau. Pour moi, il est qu'ébauché. Si je me contentais de leur discours, je me dirais, ben, je le laisse tel que, et il va bien et tout. Mais une fois que j'ai intervenu dans l'image, c'est comme si je m'étais lancé sur un chemin ou dans une mélasse, il faut que je m'en sorte. Et j'ai tracé en haut pour voir un horizon. Et cet horizon, là, avec les traits noirs, il m'a mené à que c'est que j'avais raison parce que c'était une perspective, un chemin qu'on allait très loin. Et comme son âme peut-être qui s'en allait et qui montait aux cieux. Mais maintenant que j'ai fait ça, d'un coup, je m'aperçois que le cadre, il va plus. Hein? Il va plus, il peut pas tenir tout ça. Elle est tronquée la croix, elle est tronquée son âme, tout est tronqué. Donc il m'a fait modifier le tableau. Je dis pas que je vais abîmer tout le milieu, le corps du Christ et tout. Mais je dis comme ça que par rapport à l'histoire intérieure de ce Christ qui a parcouru, qui a souffert, qui a tout, il manque toute cette souffrance autour et l'espace.
quand j'ai fait le Jean de Florette, d'abord on ne sait pas le temps, et c'est un voyage qu'on fait spirituel, un peu comme le voyage de Compostelle. On ne sait pas comment ça va fonctionner, comment on va y arriver. Donc, pour moi, celui qui comptait, c'était un homme qui était très fort et qu'on y avait fait énormément de mal, parce que c'était ma Provence à moi, que je sais les domaines de l'eau sur la terre, les petits jardins pour avoir l'eau, tout ça, qu'elle est précieuse cette eau, puisque c'est la vie. Et ce Jean de Florette qui est arrivé, qui venait de la ville naïf et qu'il allait se battre sur une société de gens qui sont terre à terre, qui aiment l'argent, qui aiment leur terre, qui tueraient le voisin pour en avoir une autre, tout ça. Bon, le Jean de Florette, c'était quelqu'un qui arrivait, qui croyait que ça allait bien se passer. Donc, cet homme-là, il fallait que dans le centre, je l'ai. Mais pour l'avoir, c'était déjà un départ austère que j'avais. Je ne savais pas comment il allait être, comment il allait être habillé. Et puis je l'ai trouvé, c'est venu un peu seul. Et j'ai trouvé qu'en le mettant en blanc, il était pur. J'ai essayé de voir, puisqu'il était bon tout ça, de voir les gens qui aimaient. Alors les gens qu'il aimait, il n'en aimait pas beaucoup, il aimait sa fille et sa femme. Et puis après, c'est venu que j'ai mis ses ennemis tout en haut. Plus. Donc il y avait une espèce avec les bons et les mauvais en haut qui allaient venir y faire du mal. Il y avait encore à ajouter les gens du village qui avaient fait encore bien plus de mal puisqu'ils y avaient caché la vérité. Et puis tout un tas d'un univers qui allait venir comme des écritoires cachés, des choses enfouies qu'on y cachait. Et ça, c'est pas venu tout seul, c'est venu au bout de la 2e année. C'est incroyablement intéressant. Je pense qu'il est dans la lignée des peintres du Moyen-Âge. Il adore le Moyen-Âge. Je pense aussi qu'il est bien pris dans son époque et que c'est des défis de plasticien qu'il se donne à lui-même. C'est bien plus difficile de tenir la route, de faire du bon travail sur des tableaux comme Jean de Florette. J'ai oublié les dimensions, mais c'est immense. C'est des défis qu'il se donne à lui-même. C'est un jeu avec lui-même. Est-ce que je suis capable de travailler sur une œuvre aussi grande? C'est très construit, les différents panneaux, la figure centrale, et ça c'est vrai qu'on retrouve le plaisir qu'on avait à l'art flamand du XIVe ou du XVe siècle, c'est des choses comme ça. D'autre part, si on regarde dans le détail les figures, c'est de la très bonne illustration populaire, comme on pourrait les retrouver dans les faux ex-voto de Gérard Lathier, par exemple, ou les vrais ex-voto populaires qu'on trouve encore dans des pays comme le Mexique ou le Brésil, ou qu'on trouvait au XIXe siècle, ou en Bretagne, par exemple, etc. C'est la même facture, qui est d'ailleurs très touchante, très directe. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il y a autour, parce qu'il met ça dans des médaillons, et là encore, dans une construction qui est très délirante, qui est très baroque. C'est du baroque flamboyant, hein, c'est incroyable. Et on a l'impression qu'il y a un conflit chez lui, ou en tout cas un équilibre, entre la pureté de l'intention de base et la prolifération quasiment chaotique de quelque chose, comme si l'un était le garde-fou de l'autre. On a vraiment l'impression qu'il y a deux choses en lui, parce que s'il se laissait aller à son goût de l'ornement, de l'encadrement, et puis des viscères, de tous ces circuits qui ont l'air d'être à la fois des circuits électriques, des choses comme ça, il se laisserait emporter par une espèce de chaos formel. Alors il n'y cède jamais, parce qu'il arrive à quand même cadrer ça par rapport à une intention à laquelle il reste fermement attaché. On retrouve dans tous les tableaux des ronds, des cercles, disons, alors plus ou moins compliqués, soit un cercle à bord droit, soit un cercle à bord ondulé, des rubans, des lignes brisées, des points,
des petits carrés, des petits rectangles, des losanges, et il n'y a que ça d'une certaine façon. Il y a aussi des formes anthropomorphiques extrêmement simples qui nous renverraient presque aux peintures rupestres. C'est aussi primitif. Et alors le paradoxe et son art, c'est que ça devient des... Une fois qu'il organise et qu'il peint, ça prend des aspects extrêmement complexes et on s'y perd. Il faut beaucoup de temps pour analyser la peinture de Raymond. Ça foisonne de signes, c'est surchargé, c'est baroque, il y a des encadrements dans les encadrements, c'est extraordinairement baroque. Et puis quand on s'habitue à la déchiffrer, on voit une structure plus simple qui est la structure d'ensemble. Alors ça peut être le Don Quichotte, ça peut être l'enfant qui hurle, ça peut être la Dulcinée, etc., des choses comme ça. Et on s'aperçoit qu'en fait la structure d'ensemble n'intéresse pas tellement, elle est dessinée naïvement, maladroitement parfois, etc. Mais c'est à l'intérieur qu'il y a toute une surcharge, là encore, par un travail de bénédictin, en remplissant peu à peu l'espace. Alors là, il a un travail de miniaturiste qui est le contraire de la spontanéité de ce point de vue-là. Et là, on n'est pas du tout dans l'art brut, si l'art brut veut dire la spontanéité. Au contraire, on est dans un travail très rigoureux, très appliqué, qui dure certainement des heures. Moi, je le soupçonne de prendre énormément de plaisir à cette répétition comme un enlumineur, comme ce moine bénédictin qui remplissait millimètre par millimètre sa page. Je crois que là, il y a quelque chose qui est, là encore, qui est assez religieux. C'est une espèce d'ascèse, une discipline très religieuse dans le travail. Mais ça, il faut travailler soi-même pour comprendre cet aspect, qui est pas marrant, qui est austère, mais qui en même temps vous mène très loin. Il est capable de dire avec énormément de sensibilité et de vérité, ah que c'est beau ça, dans une grande fraîcheur. Et je pense que Noire Madone, c'est... On sent tout ça, la fraîcheur, le courage de se dire, moi ça me plaît les petites bougies, je fais mes petites bougies, ça me plaît les cordelettes africaines qui m'ont fascinée sur des sculptures africaines, et ben moi je vais dessiner des cordelettes africaines. C'est un tableau qui est grand, fort et qui pourtant repose sur des schémas plastiques très simples, comme très souvent chez Reynaud. Ce qui est extraordinaire aussi, quand on parle de l'extrême simplicité du vocabulaire plastique de Raymond Reynaud, ou tout au moins de son apparente simplicité, c'est que elle est gommée par une préciosité incroyable dans certains cas. Je pense au tableau qui s'intitule Casanova et qui représente le portrait de Casanova, où le gros texte est adouci par des vêtements, entre autres une sorte de fraise qui est traitée comme une broderie. Il y a des arabesques blanches, Casanova a des boucles d'oreilles qui sont de véritables joyaux extrêmement précieux. Cette préciosité, de façon consciente ou inconsciente chez Raymond, permet aussi de faire passer des choses qui seraient insoutenables dans sa peinture. Je pense à la façon dont il traite le corps. Dans des tableaux comme, dans presque tous ses tableaux, mais plus précisément dans un tableau comme Anamorphose, la façon dont Raymond représente le corps est angoissée et angoissante, dans la mesure où il n'y a pas de limite entre le corps et l'extérieur, l'intérieur du corps et l'extérieur.
l'œuvre de Raymond, elle vient de lui, elle est organique, on sent qu'elle est... Bon, par exemple, Raymond a ses problèmes de circulation sanguine, etc., ses problèmes de santé, c'est évident que ça se sent quelque part dans la façon d'innerver ses tableaux. Il y a quelque chose d'un peu anatomique, même si complètement inconscient là-dedans. Il y a probablement une espèce d'obsession de la propre figure de son corps qu'on retrouve dans cette façon de figurer la réalité. Donc c'est vraiment indissociable de sa personne. Et moi je crois que chaque fois qu'une œuvre est très très sincère, très authentique, elle vous touche. C'est presque un musée, cette maison. Ben, c'est pas au départ un musée qu'on a voulu faire, mais c'est placer des tableaux, des peintures ou ces montages de sculptures avec ma femme qu'elle a été d'accord et qu'elle m'a aidé, parce que si j'avais eu une bécasse de femme et tout, je mentirais pas. Et alors, à tous les deux, on a incorporé la maison, que petit à petit, on a fait une circulation que c'était pas prémédité ni tiré d'un plan avant. C'est venu petit à petit comme une nourriture, comme il s'est passé dans le jardin écologique pour manger et tout. On s'est éloigné, pour ainsi dire, de toute cette consommation qu'on ne s'est pas laissé prendre au piège par la politique ailleurs. C'est venu un endroit, un lieu de méditation où je suis bien. Pour moi, c'est une promenade dans le temps que j'ai. Si je les vends, je les aurai plus, cette promenade. Et puis surtout, c'est que je peux montrer à des gens qui s'intéressent à ce que c'est le parcours d'un peintre qui était populaire. C'est une offrande que j'ai eu de trouver dans mes ordures là-bas, tout ce que j'ai ramassé aux décharges, de trouver ces bois comme ça. Pour les trouver, s'il avait fallu que je les cherche, je ne les trouvais pas. Hein, c'est impossible de les trouver comme ça. J'ai trouvé le visage parce que c'était un bois usé dans le terrain là-bas et que je trouvais que c'était un masque comme un peu des masques que je ferais les miens, pas les masques africains des miens. En voyant ce bois, j'ai vu un Christ. Et à ce moment-là, j'ai vu la croix horizontale de souffrance. Et alors là, à ce moment-là, j'ai cherché des piquets. Sur 16 piquets, j'en ai trouvé qu'un. Il était osseux, il était ouvert, fendu. Il y avait aussi une souffrance qui part d'en bas, qui monte jusqu'en haut, en se déroulant, en l'entortillant autour comme le lyre. Ça s'est passé très vite, dans l'affaire de 10 jours. J'ai eu la force en dedans de le faire, ce chose-là. Et j'ai senti après qu'en dehors que c'était bien. Et tous ceux qui viennent, ils sont touchés par cette croix. Donc là, je peux continuer à faire tourner là. Ah non. Comment ça? Autrement, si le tableau, après, on pourra ajouter à côté. Non, il faut qu'il y ait cette...
Et puis ce qu'il y a de bien qu'on arrive, qu'on peut vous féliciter, c'est qu'on arrive dans l'art qui est singulier, personnel. Parce que c'est comme une couture qui s'est passée. C'est plus un dessin de beaux-arts ni académique. Hein. C'est une couture que vous avez fait comme une broderie, tout ça. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'il n'y a plus le système de Je pense que quand il dit j'amène les gens vers l'art singulier, je pense qu'il veut dire j'amène les gens depuis là où ils sont, hein, dans leur culture, avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont acquis, de trop, de pas assez, et en trouvant le fil conducteur propre à chacun, cette espèce il a un côté un peu, on peut dire, très intuitif, qui fait qu'il sent très bien qu'il y a ce petit fil conducteur, il le découvre et il vous le fait découvrir après à vous, et il vous amène petit à petit à vous faire reconnecter avec vos possibilités en fait profondes. Même si c'est quelque chose qui ne va pas sortir sous une forme jolie, esthétique, c'est quelque chose qui vous appartient profondément, qui ne lui appartient pas, mais qui vous appartient et qui n'appartient qu'à vous, et que finalement, être singulier, c'est être profondément original. Ce qui est un paradoxe, c'est un artiste autodidacte, singulier, tout ce que tu veux, mais en même temps, il est très préoccupé par l'école. D'une part, il aime bien suivre des cours, il a fait le parcours d'un artisan comme au Moyen-Âge. Tu vois, c'est le type qui est allé chercher dans chaque atelier ce qu'il pouvait apprendre pour faire son petit bagage, comme l'abeille va chercher son miel à droite et à gauche pour faire sa petite pelote. Il veut casser la baraque des gens qui ont pris un mauvais pli, ça c'est le vrai enseignant. Tu casses ce qu'on appelle dans certaines écoles d'art les tics du métier. Les gens qui ont pris l'habitude de faire des petites aquarelles, paysages provençaux, des petits bouquets jolis, ils disent si vous voulez que je vous apprenne autre chose, partir à la recherche de votre monde intérieur, moi je vais vous casser ce truc-là, on va repartir sur d'autres bases, et ils les accouchent. C'est la technique, tiens curieusement, de l'actor studio, la fameuse école de cinéma et de comédie, tirer de ses tripes son histoire personnelle au lieu de commencer en racontant l'histoire d'autrui. Si par exemple demain je viens vous voir, j'ai envie de peindre, allez on va dire le dimanche pour me faire plaisir, oui. c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine qu'ils viennent, non. Et c'est pas la peine qu'ils viennent s'ils veulent pas se détacher ou d'avoir une conversation à tous les deux au départ, de voir entre l'un et l'autre ce que ça va donner pour arriver à faire quelque chose. En particulier, qu'est-ce qui vous déplaît quand on vous présente un tableau, qu'est-ce qui va pas vraiment? La chose qui vous saute en premier aux yeux, qu'est-ce qui est vraiment que vous... aux yeux, c'est que pour moi, quand je le vois, il n'y a pas de force. Il y a une espèce c'est tout mélangé. Il n'y a aucune force, ni dans la couleur, ni dans le dessin, ni rien du tout. C'est comme si un chef d'orchestre, il commence à avoir tous les instruments voulus, et quand il les fait, il bat la mesure pour partir. Tout le monde joue à 10 dissonant, qu'ils n'écoutent pas l'harmonie. C'est pareil, la peinture qu'on a fait, ce qu'ils ont perdu. Quand Picasso disait, tout le monde dit qu'il est
peintre, mais personne ne dit qu'il est musicien. Pourquoi? Parce que pour être musicien, il faut connaître les théories et les lois qui coordonnent la musique, et la peinture, on croit qu'il n'y en a pas de loi. La grosse partie, hein, je dis, il y a dans les gens qui connaissent, ils savent qu'il y a des lois qu'on obéisse, mais la grosse partie, c'est venu des peintres qui savent rien du tout, qui se sont mis à peindre comme ça. Alors vous, ces règles-là, vous voulez leur enseigner? Comment ça se passe? Ben, moi, je veux bien enseigner s'ils sont disponibles à parcourir le chemin mystérieux que je vais faire de souffrance. Mais s'ils ne sont pas capables de résister à tous les problèmes que je vais y réveiller, mystérieux, aussi bien de construction, mathématiques, sur des lois mettant des lignes d'or, mais qu'on n'en parlera pas, mais qui seront introduites différemment dans le tableau. S'ils ne sont pas capables de comprendre cette difficulté qu'on va parcourir dans ce chemin, les formes, couleurs ou les distances qui se passent, qui font vivre les lumières ou les ombres, à ce moment-là, ils ne sont pas capables de suivre. Et moi qui suis vieux, je ne suis pas capable non plus, s'ils me font trop durer, tout ça, si je vois qu'ils sont trop bloqués, je ne peux pas me les farcir. Hein. Moi, quand j'avais fait l'école de Paris, j'ai fait une dépression de 10 ans pour arriver à ce qui est la inventif et tout, refaire travailler le cerveau. Bon, moi, je dis aussi que l'enseignement que je fais, c'est l'enseignement du yoga dans le cerveau. Le yoga, ils font un enseignement du corps. Moi, je fais l'enseignement du yoga au cerveau pour qu'il peigne. D'abord, vous les assouplissez, alors ça fait mal, ça tire un peu partout. Oui. Et ensuite, ils sont très souples, ils arrivent à faire des figures, leurs figures personnelles. Personnel, c'est ça, c'est personnel qui rentre. Ils rentrent dans eux, dans ce qu'ils n'avaient pas envie de dire au point de vue de la société que nous vivons. Ils avaient peut-être honte de dire ça, ou de faire ressortir une peinture comme ça. Mais quand on n'a pas peur de faire voir la peinture comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de l'art brut comme Wolfi ou Aloïse? Ils ont dit leurs problèmes intérieurs. Vous allez un peu fouiller dans la tête des gens, Oui. et vous leur dites, voilà, toi, ta peinture, ta voix, c'est ça, vous l'orientez, comment ça se passe? Ou il est là tout seul? Quand ça commence à ressortir de l'intérieur peut-être c'est des racines païennes, je ne sais pas, c'est comme quand un arbre qu'on a enraciné, qu'il avait déjà des racines, mais qu'on a sectionné pour qu'il pousse plus fort peut-être au départ, et bien là c'est un peu pareil, on sectionne ce qui avait été appris et tout, et puis on voit ce qui va sortir avec un discours. Et selon ce qui sort, bon, en faisant des essais de peinture, je peux voir le côté où ça va, ou si ça va dans le maléfique, ou si ça va dans le bénéfique, ou si ça va dans des lumières, enfin, des dynamiques, ou si ça va dans le statique, l'ombre, tout ça. À ce moment-là, je sais ce qu'il a de caché. Et qu'on peut filer, qu'on trouvera une peinture qui va sortir. J'ai pensé à Raymond Reynaud parce que je le connaissais par le biais des élèves que j'avais eus, qui trouvaient que c'était quelqu'un de rigoureux dans le travail, même peut-être un peu trop. Finalement, était venu le moment où j'en avais besoin et que je l'acceptais, et j'ai été voir Raymond Reynaud. Comme nous habitons dans la même petite ville, ça a été facile. Et c'est vrai que la première chose qu'il m'a demandé, c'est vous êtes venu me voir pourquoi? Et là, ça a été la grande surprise parce que je n'avais pas pensé du tout à qu'on me pose comme ça brutalement la question et que finalement, c'était la question profonde que j'aurais dû me poser, pourquoi je venais le voir. Et je me suis entendue dire, j'ai un problème de fond et de forme. Et il m'a demandé si j'acceptais de lui montrer mon travail. Et en lui montrant mon travail, ce dont il s'est aperçu et qui était flagrant, c'est qu'en fait, le fond, la forme avait vraiment pris la place du fond et que ça s'était inversé.
en fait. Et il m'a montré, il m'a dit, voilà, si on peut arriver ce qui va être gênant chez vous, c'est votre métier, c'est que vous avez un parcours classique, c'est-à-dire vous avez fait les beaux-arts, puis vous avez été enseignante, puis vous avez un discours culturel sous une certaine forme, et est-ce que vous allez être capable de revenir par rapport à vos certitudes, de vous carrément enlever toute certitude et accepter de retravailler sur un trait, la qualité d'un trait par rapport à une émotion, quelque chose à dire, de rester très près de cette chose-là. Est-ce que vous allez accepter? J'ai dit, bon, ben, on va tenter l'aventure. Et effectivement, ça a été très dur, parce que je m'étais jamais aperçue que le passé culturel et le savoir-faire qu'on m'avait appris avait pesé si lourd dans la balance. Aller dans une dynamique que je pense que la dynamique qu'il entretient pour les autres, justement, pour d'avoir ce regard vraiment frais, authentique sur le faire des autres, fait qu'il se nourrit de ça et que ça revient sur son travail. Je pense qu'il a trouvé finalement, dans l'enseignement sous cette forme-là, il a trouvé de quoi nourrir et rebondir dans son travail. Mais moi, ce qu'il m'a apporté quand j'ai travaillé avec lui, c'est que contrairement au prof de dessin qui a ses a priori, qui, sans trop s'en rendre compte, véhicule toute une série de schémas sur ce que c'est que bien dessiner, bien dire, ce prof-là, c'est plutôt une entrave à la créativité, finalement, pour les gens qui ne savent pas dessiner selon les normes, qu'une aide. Et l'apport extraordinaire de Raymond, c'est que lui, en tant qu'artiste, il est capable de voir dans un dessin complètement maladroit, hors norme, l'idée, ce qui peut surgir d'un rond mal fichu, d'une figure complètement approximative, ou d'une fontaine qui serait la fontaine de Jean de Florette, qui n'est pas très bien définie ou qui est très maladroite. Il va sentir l'idée, et c'est à cela qu'on peut parler de maïeutique. Il va dire, allez, vas-y, tu as quelque chose là, allez, cherche, pousse. Alors les grands profs savent le faire, même quand ils savent dessiner, mais pas toujours. Raymond, il voit toujours la fantaisie, l'originalité dans la maladresse. Et c'est en cela, à mon avis, qu'il prend le contre-pied des écoles traditionnelles de dessin. Et moi, c'est en cela qu'il m'a aidé. Il voit des personnalités avant de voir des mains qui tiennent des crayons plus ou moins bien. Et c'est de nouveau, là, cette notion de maïeutique qui entre en jeu. Il pousse les gens, mais dans le sens des gens. Tout en étant d'ailleurs extrêmement autoritaire et exigeant dans sa démarche, dans ce qu'il considère comme étant la façon juste de peindre. Il y a un paradoxe parce qu'il est extrêmement contraignant certaines fois dans son enseignement, mais en même temps, il est extrêmement libérateur. Et je pense que s'il a affaire à des personnalités très dociles, ces gens vont peindre presque exactement comme lui, mais s'il tombe sur des gens qui ont de la personnalité, les gens vont trouver leur propre voie, mais ils auront quand même une dette envers Raymond et envers cette finesse et cette compréhension en profondeur qu'il a des gens et de leurs possibilités plastiques. Moi, je pense qu'au premier abord, c'est surprenant, mais peut-être qu'on ne fait pas assez la différence entre singulier et art brut. Le brut, c'est celui qui peint en dehors de tout regard,
il y en a presque plus d'artistes bruts parce que tous les artistes sont pris dans leur culture, dans leur société. Il y a la télévision qui diffuse énormément d'images. Il y a des livres assez bon marché. Il y a même des journaux qui reproduisent des tableaux. Donc il y a presque plus de gens indemnes de civilisation. Donc les brutes, il y en a de moins en moins, peut-être dans les asiles psychiatriques et encore. Le singulier s'apparente à l'art brut parce qu'il est très libre, parce qu'il travaille souvent tout seul, parce qu'il est en marge du marché de l'art, parce qu'il est autodidacte, mais il est quand même pris dans une culture. Donc le paradoxe, ça me nuise si on tient compte de ce que je viens de dire. Et ensuite, je pense que Raymond, il fait de la politique sans s'en rendre compte, dans la mesure où c'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste et où il a cette démarche que je partage intellectuellement, à savoir que c'est pas parce qu'on est dans un milieu simple qu'on n'est pas capable de peindre, qu'on n'est pas capable de comprendre l'art. Et là, je le trouve presque militant. Lui, sans doute, même s'il le sent, il ne serait pas d'accord avec ce nom de militant. Mais moi, je le pense un petit peu. Il part du principe que tout le monde peut peindre. Et il le dit souvent, mais tout le monde peut peindre. C'est une question de travail, de volonté. Et je pense que c'est un mérite immense qu'il a d'arriver à faire peindre toutes sortes de gens, de toutes sortes de métiers, du professeur à l'épicier, de l'épicier au technicien qui trouve que le monde de la peinture ou de la littérature, c'est du rêve. Il arrive à faire peindre toutes sortes de gens et c'est là que je trouve fabuleux. Avec une énergie fabuleuse, il insuffle vraiment aux gens le désir de s'exprimer. Et donc, pour moi, c'est un paradoxe et ça n'est pas un. Finalement, je serais tentée de dire qu'il n'y a pas de paradoxe. Le Don Quichotte, il m'a toujours intéressé, tout le temps. Je le lisais, je sais pas pourquoi, parce que ce chevalier comme ça, avec ce cheval qui était maigre et tout, ça m'intéressait de le voir, ce gros Sancho à côté de lui aussi. Et quand j'ai trouvé la rencontre entre Don Quichotte, l'esprit de Don Quichotte et l'esprit de Sancho, pas le personnage, et bien que en haut, ça a monté, qu'ils se sont rencontrés, il était un homme bien, un bourgeois et tout, l'autre c'était un voleur, un mangeur et tout, et quand ils se sont rencontrés, d'ailleurs dans le roman, ils se rencontrent, le voyou avec le Don Quichotte, ils sont à peu près pareils après, quand ils ont vécu l'aventure. Et c'est ça que quand je l'ai trouvé en dessin, la rencontre, la composition centrale, et bien c'est ça qui m'a déclenché de faire, de le monter. Je tenais le Don Quichotte là, à ma façon.
mandalas, ce sont des œuvres qui étaient en rupture avec ce que faisait Raymond Reynaud, c'est-à-dire des images de cirque, les péchés capitaux, et toujours très, très chargées. Là, tout d'un coup, sont apparues des figures géométriques, mais des figures géométriques qui, pour moi, étaient proches des mandalas, des exercices qui n'étaient pas gratuits, qui n'étaient pas décoratifs, parce que très bien bâtis, très bien construits, toujours symétriques. Et très vite, je me suis aperçu qu'il y avait une similitude avec la construction d'un mandala qui est, en définitive, sert de support à un exercice psychique, intellectuel, spirituel, pour s'élever au niveau de la conscience. Donc, il y avait un parallèle entre le mandala, tel qu'on le voit dans le monde asiatique, et les œuvres que faisait Raymond Reynaud. Il s'apercevait qu'à travers ces figures géométriques, il y avait toujours une recherche vers autre chose, où il essayait d'exorciser certains problèmes, certains soucis, où il cherchait autre chose. Et c'est d'autant plus net qu'il y a toujours chez lui ces sortes de plexus énergétiques qui émaillent sa toile ou son dessin et où le regard converge toujours. Cette fois, le sujet se borne presque à être ce centre, c'est une espèce de cible finalement, c'est un côté hypnotique, mais je crois, ou hallucinatoire, mais déjà pour celui qui le fait. Et puis ça donne certainement une impression peut-être de sérénité ou d'équilibre, et c'est peut-être la recherche d'un espèce d'équilibre en éliminant le sujet. Il ne reste plus que la recherche d'un centre avec le cadre, quoi, si je puis dire. Et il y a une grande variété, parce que ça fonctionne par variante. Ils sont tous différents, en même temps selon le même procédé, et donc c'est à la fois répétitif et chaque fois nouveau, donc ça n'est pas ennuyeux. Comme les alvéoles des abeilles sont toutes sur le même schéma, mais il n'y en a pas deux qui sont pareilles. Et là on rejoint une chose qui me touche dans cet art, c'est un art à main levée, c'est le contraire de l'art industriel, parce que c'est fait, comme c'est fait à main levée, il y a la vibration de la main, il y a l'hésitation, il y a etc., qui est en plus un tracé tremblé dans le cas de Raymond pour des tas de raisons, qui est un peu un tracé, moi que j'appelle électrique, et qui donne un charme et une bizarrerie particulière à tout ce qu'il fait. Et là, on a vraiment, ça inscrit le temps dans la démarche. Ça n'a pas ce côté, comment dire, fait au moule, qui est si pénible dans l'objet industriel, qui est trop semblable à lui-même ou trop symétrique. La symétrie, quelqu'un me disait que pour les Chinois, dans la tradition chinoise, la symétrie est un péché. La symétrie parfaite, un Vasarely par exemple, c'est un péché. Ben, je dirais que ce que j'aime chez Raymond Reynaud, comme je l'aimerais par exemple dans l'œuvre de Dubuffet, c'est pour aller dans une autre direction, c'est justement ce côté improvisé à la main qui fait qu'on s'éloigne de cette symétrie inhumaine.
Moi, je crois, pour moi, ce qui me fait que plaisir, c'est de démontrer que j'ai jamais eu de chance dans la vie et donc je le redis et je le redirai toujours, que j'ai échoué au certificat d'études. Donc à ce moment-là, d'échouer au certificat d'études, on était rejeté un peu de la société parce qu'on soi-disant on était bloqué, on ne pouvait pas aller plus loin. Et aussi d'avoir été rejeté du conseil, qu'on faisait du conseil, qu'on passait pour voir si on était conscrit. Voilà. Et ça, on ne m'a pas voulu aussi. Tant mieux, j'étais rejeté des hommes comme ça qui allaient suivre la consommation. Donc déjà, j'étais rejeté tout ça. Et alors, ce que j'ai gardé tout ça avec la maison, avec Arlette, qu'elle a été une collaboratrice, qu'elle m'a aidé dans toute cette entreprise, qu'elle a su comprendre, c'est que c'est pour montrer dans la jeunesse qu'ils n'ont plus d'espoir de tout, que toutes les portes quand même pour entrer à l'école de Paris s'étaient fermées parce que j'avais pas eu assez d'éducation pour y rentrer dedans, tout était fermé. Bon, et que j'ai pu passer par l'aide du bon Dieu à y aller à cette école de Paris. Mais que aussi c'est pour faire voir à quelqu'un qu'à des moments il est abandonné de tout, qu'il ne faut pas être abandonné de tout. Mais je vous démontrer par là qu'avec des objets pauvres trouvés aux ordures, comme pas et tout, j'en ai fait sans non plus comment on peut dire, la direction des peintres qu'on suit, on est rejeté par des galeries ou parce qu'on ne veut pas y vendre tout ça, alors ils nous rejettent, ils disent qu'on n'a pas de valeur, un tas de choses comme ça. Je veux démontrer que si des jeunes ou des filles sont dans la même situation que moi en étant jeune, redonner un espoir qu'on peut arriver par un autre chemin, le contraire de cette consommation et des diplômes qu'on peut donner, on peut y arriver autrement comme ça.